BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Ça y est, le 4e halving de Bitcoin a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Les mineurs reçoivent donc désormais 3,125 Bitcoin par bloc miné et ce, jusqu'au prochain halving qui devrait avoir lieu en 2028. Certains ont fêté l'événement ce week-end et j'ai le plaisir de recevoir l'un d'entre eux pour l'occasion. Marco est avec nous en plateau. Bonjour Marco. Bonjour. Contributeur du blog bitcoin.fr. C'est ça. Et vous regardez ce qui se passe sur le Bitcoin depuis 2013 maintenant. Enfin 2013, oui. Voilà, c'est ça. Donc ce sera intéressant d'avoir votre avis, vous qui êtes dans cet écosystème depuis plus de 10 ans maintenant. Mais c'est chez certains investisseurs, le moral est en berne ces derniers jours. On a vu en bourse les actions des sociétés de mining baisser à l'approche du halving. On verra pourquoi et s'il faut vraiment s'inquiéter avec une mineuse de crypto qui est avec nous, enfin qui sera peut-être avec nous parce qu'on a du mal à joindre pour l'instant, depuis Dubaï, Sabrina Chetia, CEO de Crypto Miner France. Et puis d'abord, on va faire un point d'analyse technique sur la situation avec Alexandre Baralez, chef analyste chez IG, qui était avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Alexandre, avant le halving, événement qui était très attendu, il y avait de la nervosité sur le marché crypto. Un coup ça montait, un coup ça baissait, c'était très très volatile. On était à 63 500 $ à peu près au moment du halving sur le Bitcoin. On est dans le vert aujourd'hui pour l'instant, plus 1% à peu près ces dernières 24 heures, autour des 65 900. Techniquement, Alexandre, est-ce qu'on est plutôt parti pour monter encore ou pour corriger un petit peu ? Alors, on va faire la partie technique dans le second temps, mais c'est vrai que le débat qui nous animait tous depuis plusieurs semaines, c'est est-ce que le halving allait propulser en gros le Bitcoin dans la zone des 100 000 ou est-ce que ça allait être une sorte d'événement déjà pricé finalement avec une progression des cours qui avait été très importante les semaines et les mois qui précédé ce halving, une hausse liée à plein d'éléments dont on a déjà beaucoup parlé, les ETF et d'autres. Et nous, à mon compte tenu, c'est celui de dire que le halving n'aurait pas d'effet supplémentaire, si vous voulez, sur Bitcoin, parce que la hausse avait déjà été très prononcée et parce que on faisait face à ce moment-là, on fait toujours face d'ailleurs, à un environnement de taux notamment qui reste tendu. C'est ça notamment qui a généré cette nervosité sur les marchés actions toute la semaine dernière, avec une volatilité qui a pas mal grimpé, parce que les taux américains n'ont cessé de se redresser et parce que le président de la Fed lui-même a reconnu qu'il faudrait plus de temps pour que la politique monétaire restrictive fasse effet sur l'inflation. Et dans ce cas-là, tous les actifs plus ou moins risqués, sont confrontés à des vents contraires. Les taux qui grimpent, c'est des rendements qui progressent, et donc quand vous avez des actifs en face de ça qui sont plus ou moins risqués, notamment quand ils sont un peu plus risqués, il y a toujours un vent contraire ou soit un vent contraire quand les taux grimpent. Et donc c'est ce qu'on a eu en fait. Dans le Bitcoin, là on le retrouve effectivement à 65-66 000. Il est quand même retombé entre-temps légèrement, très très brièvement sous les 60 000. Nous on pensait que c'était la zone que nous reverrions, cette zone entre 50 et 60 000. Mais c'est quand même résilient. On doit reconnaître que le Bitcoin est résilient. Moi je pensais que dans la phase où le marché action avait baissé la semaine dernière, nous aurions pu le revoir un peu plus bas le Bitcoin, plutôt vers les 55. Donc il a quand même été assez résilient finalement, il a quand même baissé comme le reste, mais était résilient. Et donc si après, d'un point de vue technique, on décrit la zone où on est, ça fait 2 mois maintenant qu'on oscille entre grosso modo 60 000 et 74 000. Donc c'est plutôt, je dirais, on peut la décrire comme ça, c'est une zone d'accumulation avant le prochain rallye. Donc ceux qui ont raté par exemple, qui n'ont pas acheté plus tôt ou autre, les retours comme ça à 60 000, c'est des bonnes zones d'accumulation, mais d'accumulation patiente, je dirais. Si on doit se dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut que je prenne tout de suite à 66 parce que ça va grimper à 75, puis 80, puis 100, je ne suis pas encore convaincu que ce soit le timing parfait du prochain rallye, si vous voulez. Parce qu'il y a toujours cet environnement de taux qui est assez contraignant et parce que, encore une fois, beaucoup de bonnes nouvelles ont été actées, ont été pricées. Donc, je dirais que le risque que l'on a, mais qui est un risque modeste, modéré, c'est de continuer à osciller entre 60 et 74. Et si cette semaine, on sait qu'il y a des chiffres d'inflation aux États-Unis qui sont attendus vendredi, l'inflation PCE, qui est la mesure la plus surveillée par la Fed, si on devait avoir des éléments comme ça qui conforte l'idée que l'inflation met du temps à ralentir aux États-Unis et que la Fed va devoir laisser ses taux inchangés plus longtemps encore. Ça, c'est le genre de choses qui peut quand même nous ramener une nouvelle fois à 60 000, voire un peu en deçà. Je dirais que pour moi, le risque un peu maxi, je le price toujours entre 50 et 60. Voilà. Si on devait avoir un nouveau coup de frayeur sur Bitcoin, ce serait cette zone-là, mais je pense que ce sont des zones qui sont assez adaptées, assez appropriées à des achats du coup sur repli. Je ne pense pas qu'il faille voir un retour sur les 60 000, si ça devait arriver encore, comme une menace pérenne sur l'actif. Donc voilà un peu le sentiment. Au mieux un range qui se poursuit dans la zone qu'on connaît depuis 2 mois. Au pire, une petite incursion temporaire entre 50 et 60, mais qui serait donc une bonne zone d'impulsion pour ensuite repartir sur de nouveaux plus hauts.
Bon, on suivra tout ça, Alexandre. Hein. Ça risque d'être encore un petit peu volatile dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous, chef analyste chez IG. Bonne journée. Bon, nous sommes en plateau avec Marco. Hein. Donc, je le disais, Marco, contributeur du blog bitcoin.fr. C'est bien ça. Et Marco, vous faites partie de ceux qui ont fêté ce 4e halving de Bitcoin. Vous êtes dans l'écosystème depuis fin 2013, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est donc votre 3e halving. C'est ça. C'était quoi comment vous avez fêté ça? C'est-à-dire, c'est un peu attendu comme le passage à la nouvelle année? C'est un peu ça? C'est ça, oui. Il y a un décompte, on voit le nombre de blocs qui descend et puis il y a une euphorie qui s'installe. Là, on était une centaine de personnes, vendredi soir, et on sentait qu'il y avait plus de monde. L'engouement est à chaque année plus important. Bon, en 2020, on était en apéro Zoom, alors c'était différent. Pour celui de 2016, on était sur site à la Maison du Bitcoin, je m'en souviens. Donc, à chaque fois, c'est une euphorie, une attente. Bon, il se passe vraiment pas grand-chose le jour J, mais c'est un nouveau cycle. Sur les cours en tout cas, mais techniquement il se passe quelque chose, voilà. Et on peut le voir pour ceux qui nous suivent à la télé. Vous avez ramené quelque chose qui vient de votre dernière soirée, je crois. C'est ça, voilà. Il y a marqué réduction 3.125. Voilà. C'est donc le nombre de bitcoins qu'un mineur qui mine un bloc reçoit désormais. Donc on fête la rareté de Bitcoin. Le protocole se déroule comme prévu. C'est une bonne chose. Satoshi a bien fait les règles. C'est une attente. Le premier halving, je sais pas, fêté. Il y avait une réduction qui était plus inattendue parce que c'était la première fois, mais maintenant, voilà, c'est rodé. Bon, maintenant, c'est un événement qui est pricé, entre guillemets, comme on dit, qui est prévu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est toujours un événement ou alors c'est plus une célébration pour les gens qui ont du recul dans l'écosystème? Oui, parce qu'il n'y a quand même que la communauté Bitcoin rapprochée qui le fête. C'est pas une euphorie généralisée de tous les détenteurs de Bitcoin. C'est ceux qui ont une affinité avec le protocole en lui-même. Bon, donc pour ceux qui nous suivent, pour rappel, c'est la division par 2 des nombres de Bitcoin alloués aux mineurs quand ils minent un bloc. Donc maintenant, on est à 3,125 bitcoins par bloc. C'est ça. Ça veut dire que ça divise leur chiffre d'affaires par 2. Oui. Justement. À l'instant T. Voilà, à l'instant T. Mais quelque part, les mineurs le savaient depuis longtemps. C'est ça. Comment est-ce qu'ils se sont préparés un petit peu à ça? Eh bien, ils ont toujours un achat de machines régulier. Et puis, faut pas oublier que déjà, en 2020, ils avaient 53 000 $ par bloc. Et là, maintenant, ils sont à 200 000 $ par bloc, même après l'halving. Donc, en fait, ils gagnent quand même beaucoup plus. C'est quand même toujours une progression du marché. La part du gâteau sur le minage est toujours beaucoup plus grosse, même après l'halving. Bon, et puis de toute façon, on a beaucoup de questions, notamment une grande question, pourquoi Satoshi Nakamoto, donc le ou les créateurs du Bitcoin, ont choisi d'avoir ce halving qui a lieu tous les 4 ans et qui tombe, est-ce fait exprès ou est-ce un hasard, à chaque élection américaine, à chaque Jeux Olympiques, à chaque année bissextile? Vous allez vous donner un peu mon sentiment. Votre sentiment, votre thèse en tout cas. On va essayer d'être en ligne avec Sabrina Chetia, donc CEO de Crypto Miner France. Bonjour Sabrina, vous êtes en ligne avec nous depuis Dubaï. Je ne sais pas si la liaison est très bonne, on va essayer de vous avoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors tout à fait, on a eu quelques difficultés en début d'appel, mais là je vous entends très bien. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On est ravis de vous avoir. Et puis de toute façon, si jamais ça capte pas très bien, vous reviendrez nous voir en plateau. Donc, ce ne sera que partie remise. Vous êtes là à Dubaï, Sabrina. On en parlera dans quelques instants. Mais vous êtes mineuse de crypto et vous vendez aussi des machines de minage de Bitcoin. Bon, on en parlait à l'instant avec Marco. Ça y est, donc votre chiffre d'affaires, en fait, depuis samedi, est divisé par 2, un peu du jour au lendemain. Comment ça se passe du côté des mineurs, plutôt on va dire côté rentabilité, parce qu'on le voit en bourse, il y a des inquiétudes, la plupart des sociétés de mining de Bitcoin, on a vu leur cours chuter à l'approche du halving, il y a des investisseurs qui étaient inquiets. Vous, sur le terrain, au niveau des mineurs, comment ça va de votre côté? Alors au niveau des mineurs, toutes les sociétés de mining se sont préparées au halving. Donc certes, on mine 2 fois moins de Bitcoin. En revanche, cette perte de revenus est compensée par une augmentation des frais de transaction. Parce que c'est comme ça qu'on vit également c'est comme ça aussi qu'on survit et c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Donc une partie des Bitcoins produits nous revient et on gagne aussi sur les frais de transaction. Et les frais de transaction, notamment suite au halving et aussi avec le démarrage du protocole Runes, je ne sais pas si vous en avez parlé, a augmenté drastiquement les frais de transaction.
Donc on a eu des frais à peu près de 130 $ par transaction qui étaient énormes. Bon là ça s'est un petit peu abaissé hier, mais les frais de transaction permettent aujourd'hui aux mineurs d'être toujours compétitifs. Sabrina, et notamment... Allez-y. Oui. Non, j'allais dire notamment, toutes les sociétés se sont préparées au halving et c'est vrai que ce dernier halving va permettre une consolidation du marché du mining. Les gros acteurs qui ont pu bien se préparer, donc acheter des nouvelles machines qui sont beaucoup plus efficientes et donc qui vont permettre pour 2 fois moins d'électricité produire autant de bitcoin, elles vont davantage survivre suite au halving et ce sont les plus petits acteurs qui vont progressivement disparaître. C'est ça le plus gros impact dans le marché du mining. D'accord, bon, on l'a vu aussi qu'il y a quand même une nuance à ça, c'est-à-dire qu'effectivement les plus gros acteurs ont des machines plus performantes, plus efficaces, qui permettent de produire plus avec moins d'électricité, mais il y a aussi des plus petits acteurs qui, eux, n'ont pas forcément les dernières machines les plus performantes, mais vont essayer de trouver de l'électricité verte, comme on dit, donc moins chère, et peuvent arriver potentiellement à tirer leur épingle du jeu. Mais moi, ma question, Sabrina, c'est que là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, donc chiffre d'affaires divisé par 2 du jour au lendemain, mais ça c'était prévu. Oui. Est-ce que si jamais il n'y avait pas cette augmentation des frais de transaction, qui donc vous donne des revenus supplémentaires, est-ce que votre activité serait quand même encore rentable, ou alors c'est indispensable qu'il y ait quelque part cette augmentation des frais de transaction sur le Bitcoin, dû notamment aussi à sa popularisation? Alors, ce qui va nous permettre d'être rentable, c'est comme vous l'avez dit, une électricité très bon marché. Et beaucoup d'acteurs, évidemment, se tournent vers des solutions vertes pour des questions ESG et également pour des questions économiques. Donc, une fois que l'électricité est bon marché, ça va être les machines les plus efficientes qui vont nous permettre d'être rentables, les gains de productivité, comme j'ai dit, grâce aux nouvelles machines, et également les frais de transaction et la hausse du Bitcoin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, ce qui a marqué notre année 2024, non seulement c'est le halving, mais ce qui nous permet, nous mineurs, de survivre aussi, c'est les ETF. Les ETF ont permis une augmentation du prix du Bitcoin, un démarrage du bull run qui nous permet de survivre. S'il n'y avait pas eu cette augmentation drastique du Bitcoin, on aurait tous été en difficulté. Ça, c'est clair. Donc, quelque part, vous, en fait, comme le prix du Bitcoin augmente chaque année, même si le chiffre d'affaires est divisé par 2 tous les 4 ans, finalement, tant que le Bitcoin augmente, eh bien, vous vous y retrouvez. On s'y retrouve et pour avoir des données, pour une vision extrêmement conservatrice, donc si un mineur aujourd'hui paye très cher son électricité et a des coûts de production du Bitcoin très élevés, un Bitcoin lui revient à peu près à entre 50 et 60 000 $. Donc à l'instant T, c'est rentable. On a un Bitcoin qui est plutôt... Donc à l'instant T, c'est déjà rentable. Bon, Marco, est-ce que vous vouliez réagir à ça, effectivement, le fait que, à l'instant T, c'est rentable de miner, parce que les cours du Bitcoin comme... Ne faut que monter, la part du gâteau pour le mining ne fait qu'augmenter. Donc c'est toujours rentable pour les mineurs. Oui. Il progresse, le hash rate augmente toujours sans cesse. Donc là, un peu comme l'a dit Sabrina, c'est un peu merci les ETF finalement. Là, aussi, parce qu'on a eu un ATH avant l'halving, ce qui est inespéré pour les mineurs. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Marco, quelles sont ces fameux runes là dont parlait Sabrina, pour ceux qui nous rejoignent là, c'est assez technique. Alors c'est le créateur des ordinals qu'on connaît, qui fait des inscriptions du coup dans la blockchain Bitcoin. C'est pas comme les ETF Ethereum. Là, on inscrit directement l'image dans Bitcoin. Et il a lancé le protocole aux 840 000 blocs, qui est le jour de l'halving. Ça a été une euphorie parce qu'il y avait un avantage spéculatif à avoir son inscription dès le bloc de l'halving. Donc on a eu des frais jusqu'à, j'ai noté, 430 000 $, le frais d'une transaction, ce qui est du jamais vu. Il fallait payer très cher pour être dans le bloc d'halving. Et puis après, on a un phénomène de mint, c'est-à-dire pour récupérer ces fameux runes, de pouvoir les avoir, parce qu'on émet une quantité limitée, et après, chacun doit minter pour récupérer le sien. Donc finalement, pour bien comprendre, ça veut dire qu'il y a des bitcoins qui valent plus cher que d'autres. Oui, ils ont une inscription liée, qui peut se revendre après sur un marché secondaire. Et Sabrina, c'est ce genre de phénomène-là qui vous permet aussi, notamment de profiter, entre guillemets, des frais de transaction plus élevés et du coup de miner certains bitcoins qui seraient plus chers et du coup d'augmenter votre chiffre d'affaires malgré sa division par 2. Ah oui, tout à fait. Là, c'était vraiment un épiphénomène lié aux runes, qui a duré un jour avec des frais de transaction absolument atypiques sur le réseau.
voilà, très élevé sur le réseau. Ça a une durée limitée, évidemment. C'était l'engouement de Runes parce que, en fait, on veut avoir un certain chiffre et une certaine inscription. Ça va être des bitcoins qui vont être extrêmement rares, évidemment. Et donc, tout le monde... je crois qu'on vous... premier bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu très... Ouais, Sabrina, on vous entend pas très bien. On va vous reprendre dans 2 minutes, le temps de voir si la connexion se stabilise un petit peu. On revient vers vous dans quelques instants, notamment pour voir un petit peu pourquoi vous êtes à Dubaï, et parce qu'il y a notamment une grosse activité de mining là-bas, et vous allez tout nous expliquer à ce sujet. Marco, je voulais avoir un petit peu votre avis sur le fait, voilà, c'est inscrit dans le protocole de Bitcoin, tous les 210 000 blocs, il y a un halving de Bitcoin, ça tombe en moyenne tous les 4 ans. C'est ça. Pour vous, est-ce que Satoshi Nakamoto a fait exprès ou alors c'est un hasard ? Il a voulu créer un événement, ça c'est sûr, parce qu'on pouvait sur d'autres blockchains réduire à chaque bloc la quantité de nouveaux jetons. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que là, c'est pas du tout progressif. C'est assez violent à chaque fois tous les 4 ans. C'est ça. Donc il y a une volonté de créer un engouement supplémentaire tous les 4 ans, parce qu'il y a un événement, si on le fête, voilà, c'est pas innocemment, c'est vouloir redynamiser quelque chose, comme des Jeux Olympiques, comme on discutait, oui, une année bissextile aussi. Voilà, on sait que tous les 4 ans, il y a quelque chose de nouveau. Il y a les élections américaines, notamment, voilà, ça fait, la liste est non exhaustive, mais ça fait quand même 3 événements qui ont lieu tous les 4 ans. Voilà. Est-ce que ça a pu être fait exprès, ou alors vous vous dites, bon, moi je pense que c'est plutôt un hasard? Satoshi a tout anticipé, vraiment dans les moindres détails. Le protocole, il n'a pas changé depuis du coup 15 ans, parce que les règles sont fixées dès l'origine. C'est quelque chose qui est important dans Bitcoin, cette réduction, avec des marches importantes. Ça permet... une euphorie supplémentaire. Psychologiquement, il y a un aspect social dans Bitcoin. Bon, et les derniers Bitcoins seront minés en 2140. C'est ça. Il nous reste combien de halving? 29 là, 29 halving, ouais. 33 au total, 29 halving. Ouais. On est à peu près un peu moins d'1% de supply de Bitcoin émis par an. D'inflation de nouveaux Bitcoins, oui. Et au prochain, on sera à combien à peu près? 0,40%. Là c'est 0,84 exactement, donc progressivement ça baisse. L'effet est de moins en moins important, parce que du coup on arrive quand même vers la supply limit qui tend vers 21 millions. Là on a déjà miné 94% des bitcoins en circulation, l'effet est moins important. Bon, on verra d'ailleurs réponse dans quelques semaines, quelques mois, pour savoir si ce halving aura à peu près le même impact que les autres, en tout cas sur les cours du Bitcoin. Pour l'instant on a vu que voilà, un record historique qui a été passé grâce aux ETF avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Dans les halvings précédents, vous allez nous en parler tout à l'heure, mais en général, ça a quand même mis plusieurs mois avant d'avoir un impact sur le cours. On repart à Dubaï où on a a priori récupéré Sabrina Chetia. Sabrina, est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien. C'est bon, on vous entend mieux. Pardonnez ma mauvaise connexion. Voilà, justement, vous êtes, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes avec nous depuis Dubaï. Je voulais savoir justement, il y a une activité de mining importante à Dubaï. 2 questions. Pourquoi une activité importante de mining à Dubaï? Et puis on va faire un petit point météo, on a eu des intempéries assez violentes la semaine dernière, beaucoup d'inondations. Et est-ce que ça a eu un impact sur cette activité-là? Tout à fait. Alors, Dubaï et Abu Dhabi sont des États qui sont pro-crypto et les gouvernements cherchent à être précurseurs sur la régulation des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on assiste... Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, parce qu'au début, on ne vous entendait pas très bien. J'espère que ça va tenir, allez-y. Oui, et donc il y a une vraie, donc je vais me répéter, donc il y a un vrai engouement autour des crypto-monnaies et le gouvernement veut être précurseur. Et donc, ils régulent le marché des crypto-monnaies, ils régulent les acteurs de crypto-monnaies et ils incitent tout l'écosystème à s'implanter ici. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne très bien, et notamment sur le mining, puisque une des plus grandes sociétés de mining au monde, donc Marathon Digital, qui est cotée, et dont les actions ont fait un bond extrêmement important ces derniers mois, s'est implantée à Abu Dhabi et Dubaï et a même fait une joint venture avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, ici, les gouvernements investissent près de 400 millions pour avoir les fermes de mining les plus efficientes au monde à Abu Dhabi. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Sabrina, c'est que finalement le gouvernement dans cette région du monde incite carrément le minage de Bitcoin et veulent que les mineurs viennent s'installer. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière ça ?
Alors tout à fait, ils ont compris aujourd'hui que la crypto va être l'un des marchés de demain et qu'ils ont tout intérêt à le réguler parce qu'une régulation permet une maîtrise aussi des acteurs de ce marché et chose aussi, c'est pour ça que l'Europe peut avoir un certain retard au regard un certain retard de compréhension du marché et de régulation des acteurs de ce marché. Et donc là, le gouvernement investit en masse pour que les plus gros acteurs à l'international, notamment Marathon Digital, qui est l'acteur phare du mining à l'international, s'implantent à Abu Dhabi. Et donc, ils ont investi 400 millions d'euros pour avoir les fermes les plus efficientes. Et est-ce que Oui, allez-y Sabrina, allez-y. Non, j'allais dire avoir une société avoir la société de mining la plus importante, et c'est aussi rapatrier et apporter des millions d'actifs sur leur sol. Donc ils ont tout compris. Aujourd'hui, l'ETF de Bitcoin est soutenu drastiquement par les sociétés de gestion d'actifs les plus importantes au monde, BlackRock, Fidelity, etc., qui achètent en masse des machines de mining et des sociétés de mining. Bon, en tout cas, là-bas, ils sont en train de parier sur le fait que le prix du Bitcoin montera encore plus haut que ce qu'il ne l'est aujourd'hui et que potentiellement, indirectement, ça rapportera de l'argent. Est-ce que là-bas, l'énergie est moins chère qu'en Europe, par exemple? Est-ce qu'il y a un intérêt quand même pour les mineurs de s'installer là-bas, au-delà du fait que le gouvernement incite? Tout à fait. L'énergie ici est moins chère. Elle est moins compétitive qu'elle l'était il y a quelques années, mais l'énergie reste 4 fois moins chère qu'une énergie en Europe, par exemple. Et donc, ils sont aussi en transition avec une électricité basée sur le pétrole avant. Ils passent au nucléaire et à l'hydro. Donc, il y a de vrais investissements aussi dans des infrastructures pour produire une électricité toujours plus verte. Bon, et Sabrina, question un peu plus court terme. Je le disais tout à l'heure, on a eu des intempéries très violentes à Dubaï la semaine dernière, de grosses inondations, on a vu quelques images. Est-ce que ça a eu un impact sur les activités sur place? Tout à fait, ça a eu un très grand impact puisque les infrastructures électriques ont été touchées et donc les fermes de mining ont pu être arrêtées quelques heures. Et donc notamment, nous avons connu il y a eu certains troubles dans la production de nos fermes puisqu'on a été impactés. Marco, quand vous entendez ça, qu'il y a des pays comme les Émirats Arabes Unis qui incitent des mineurs de Bitcoin à venir s'installer sur leur sol, quel regard vous avez là-dessus? Une compétition mondiale, le mining est vraiment une compétition presque parfaite parce que la difficulté s'ajuste aux nouveaux acteurs. Donc il faut vraiment être très performant, il faut être là dès le début. Il y a des régions du monde qui vont s'accaparer une partie du mining et en profiter bien avant les autres. Donc c'est les précurseurs comme les investisseurs, comme tout le reste. Donc on voit des pays et des régions du monde qui sont en train de parier vraiment sur cette industrie. Sabrina, aujourd'hui, c'est quoi les pays ou les régions du monde qui sont le plus mining friendly, entre guillemets, qui en tout cas font le plus en sorte qu'il y ait des mineurs qui viennent s'installer sur leur sol? Alors aujourd'hui, on a toute la région des IMIA avec des pays qui peuvent être méconnus du grand public, comme Oman ou Abu Dhabi qui est plus connu, mais qui cherche à attirer les investisseurs. Donc sur 2 volets, à la fois en nouant des contrats avec les plus grosses sociétés de mining du monde et en parallèle, ils construisent aussi des infrastructures d'électricité verte. Parce qu'ils savent maintenant, pour attirer les capitaux européens et américains, ils doivent répondre à un cahier des charges ESG très important. Ok, donc un cahier des charges ESG très important, parce qu'effectivement, puis, on assiste aussi à... je crois qu'on est en train de vous perdre, Sabrina, malheureusement. Ouais, bon, on va être obligé de s'arrêter là parce que de toute manière, il nous reste 1 minute, mais vous reviendrez nous parler de tous ces sujets en plateau, Sabrina, parce que c'est passionnant. Donc, dès que vous êtes de retour à Paris, vous viendrez nous voir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sabrina Achetia, CEO de Cryptominer France, qui était avec nous depuis Dubaï. Marco, très rapidement, qu'est-ce que vous allez, une fois maintenant que le halving est passé, qu'est-ce que vous allez surveiller, entre guillemets? Le Pizza Day, le 22 mai. Le 22 mai, ok, une autre date importante pour vous? La première transaction contre un bien qui est de 2 pizzas pour 10 000 bitcoins
en 2010. Ça fait combien 10 000 bitcoins aujourd'hui là? Ça fait, faut faire 10 000 fois. De millions. Ouais, voilà, c'est ça, c'est 10 000 fois. On a dit tout à l'heure 65 000 $. Ouais, faites voilà, cet événement où Bitcoin a été une monnaie en échange de pizza. De pizza. Et c'était quelle année le Pizza Day? 2010, 22 mai 2010. 22 mai 2010. Bon, et ben c'est bientôt, c'est dans moins d'un mois. C'est ça. Donc on va fêter ça. Voilà, et ben vous allez fêter ça aussi. Merci beaucoup Marco d'avoir été avec plaisir. nous. Vous reviendrez nous parler de tout ça en plateau parce que je crois que avec votre recul sur le Bitcoin, vous avez pas mal de choses à nous apprendre sur tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Marco donc, contributeur du blog bitcoin.fr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 15h. Salut, bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.